Bonjour à vous tous et bienvenue dans le 18h à savoir avec Denis Vanier, bien sûr. Bonsoir Denis. Bonsoir Cécile. On parlera dans cette émission entre autres de chauvinisme, d'impression 3D, de 2-3 trucs aussi et d'archéologie avec notre invité. Et notre invité cette semaine, c'est Frédéric Mercier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes chef de la mission archéologique de la ville de Nantes. Alors c'est un peu particulier votre fonction, vous êtes rattaché à la ville de Nantes, vous faites de l'archéologie pour tous, pour comprendre notre passé, on en parlera tout à l'heure assez longuement avec vous. Mais avant cela, on va revenir sur ce phénomène de ce mardi soir, le blackout géant. On le rappelle, 300 000 personnes en Pays de la Loire privées de courant. Au total, dans l'Ouest, plus de 600 000 personnes dans le noir. Mais grâce à vous, on va voir que ça a de bons côtés, en fait, ce gros blackout. Ouais, moi, je suis comme tout le monde, j'ai perdu pas mal de légumes congelés cette nuit. Mais en fait, quand on a une panne d'électricité, on regarde le ciel tout simplement, on regarde les étoiles et on s'aperçoit qu'on les voit mieux sans éclairage public. Bah oui. Et donc, pas mal de gens ont planté le nez au ciel cette nuit. Et certains ont vu des étoiles filantes, des météorites tomber. L'une d'elles, en tout cas, a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux hier soir, cette nuit et même ce matin. Alors, elle est passée exactement à minuit 55, mais étrangement, très peu de photos ont été postées sur les réseaux sociaux. C'est étonnant. Il fallait c'est pas prévu, je veux dire, le passage des météorites. Donc, pour prendre une photo, il fallait tourner pile poil. 2 à 3 secondes. La seule photo crédible, on va la voir à l'image, elle a été postée par Matrice Saudray. On voit juste un petit point lumineux au centre. Les autres photos, elles, qu'on voyait sur Facebook ou sur Twitter, datées de plusieurs mois, on a même trouvé une vidéo truquée, quelqu'un qui s'est amusé à filmer la Lune en bougeant avec une vidéo floue. Bon, ça a trompé même un grand quotidien régional qui s'est laissé tromper quelques heures, qui a été alerté heureusement. En tout cas, ce n'était pas une hallucination collective, puisque même notre collègue Julien Herpin, en rentrant de reportage, l'a vu aussi, cette météorite. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir des hallucinations. Et il a dit que ça ressemble à une énorme fusée de feu d'artifice qui, d'un seul coup, de manière isolée... On ne sait toujours pas ce que c'est. On ne sait pas si c'est effectivement un caillou ou peut-être le 3e étage d'une fusée qui venait de larguer un satellite. On ne sait pas encore. On ne connaît pas encore le Vous allez maintenant, Denis, nous parler d'une histoire un peu folle. J'ai du mal à vous croire. Une imprimante 3D pour construire un habitat d'urgence en 20 minutes. C'est un projet très sérieux qui est mené par l'IRSIN, un laboratoire de l'Université de Nantes. Le pari, c'est en fait de construire de l'habitat d'urgence pour les populations en cas de catastrophe naturelle. Par exemple, on voit là, cette imprimante qui pose du polyuréthane. C'est des bandes de polyuréthane qui montent des murs. Alors, c'est un abri étanche, isolé. On va voir le toit se former petit à petit. Et ce robot, alors pour l'instant, qui ne fabrique que des maisons de 3 mètres sur 3, pourrait construire des bâtiments quasiment de plus de 7 mètres. Et c'est un projet très intéressant qui est un projet de développement soutenu par Capacité SAS, qui est la grosse entreprise, la filiale de l'Université de Nantes, qui est chargée de développer dans le milieu industriel des innovations portées par les chercheurs. Et ça pourrait donner lieu, donc, dans les années qui viennent, à de projets très intéressants avec d'immenses robots qui fabriqueraient peut-être des ouvrages civils comme des ponts ou des maisons. On en reparlera, mais ça pourrait provoquer des choses intéressantes pour les archéologues. Dans des siècles à venir, ils tomberont sur des robots comme ça dont on ne comprend pas trop à quoi ils servent. Et voilà, ça sert à construire des habitats. Allez, un petit peu de cocorico. L'IEA, l'Institut d'études avancées de Nantes, rejoint le top mondial aux côtés d'Harvard et de Stanford. On est content. Et on est content, c'est notre séquence chauvinisme. L'IEA, elle a été créée en 2008, elle est installée près du stade Marcel Saupin, qu'on voit à l'image. Donc l'IEA vient de rejoindre le cercle très fermé de ces 10 meilleurs instituts d'études avancées dans le monde. Comme vous l'avez dit, Princeton, Harvard, Stanford, l'Université de Caroline du Nord, Berlin, Uppsala, Wassenaar et Jérusalem. Bref, c'est rien que du beau monde. Et une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Elle accueille chaque année une trentaine de chercheurs du monde entier sélectionnés pour la qualité et l'originalité de leurs travaux. Et l'idée, c'est de créer des conditions pour créer une sorte de dialogue des civilisations sur des thèmes de recherche très vagues, mais avec des chercheurs vraiment de qualité. C'était notre très bonne nouvelle. Coup de chapeau à l'IEA. Autre coup de chapeau, autre instant chauvin avec le Labo des Savoirs. Avec, alors 2 lauréats nantais, d'un grand rassemblement des professionnels du développement de la culture scientifique. Alors c'est une niche, mais ça concerne notamment tous les musées, toutes les associations de développement, de vulgarisation scientifique. Donc le Labo des Savoirs a obtenu le prix Diderot de l'initiative culturelle pour ses émissions et pour tous ses projets. C'est que le Labo des Savoirs. Le Labo des Savoirs, c'est cette association présidée, gérée par Guillaume Mézières, qu'on voit de temps en temps sur ce plateau, qui fait vraiment du très bon travail sur Prune, notamment avec son émission, et d'autres projets, et avec les bénévoles qui l'encadrent évidemment. Et un autre prix qui a été remis au Planétarium de Nantes, qui organise des expositions permanentes et provisoires, et qui font effectivement du très bon travail eux aussi. Tout ça est très mérité. On passe à l'archéologie maintenant avec vous, Frédéric Mercier. On va en dire un peu plus sur vous.
Alors, je tiens à préciser tout de suite que nous n'avons pas retrouvé la météorite. On a regardé ce Non, matin ouais. sur Nantes Vous et avez fouillé partout? rien du tout. Rien. Et Alors, on ben ne sait voilà. pas où elle est tombée, effectivement, mais il est possible qu'elle Pas se sur soit Nantes. désintégrée Pas sur Nantes. avant de toucher terre. En tout cas, vous avez trouvé beaucoup de choses depuis que vous êtes à Nantes et que vous vous occupez de ce service. Alors, peut-être, pour essayer de clarifier les choses, peut-être. la mission archéologique de la ville de Nantes, pendant très longtemps, en fait, c'est peut-être le cas aujourd'hui, l'archéologie, les recherches archéologiques, c'est très encadré, c'est presque réservé au service de l'État. Depuis quand les communes, les mairies ont un droit de regard sur les recherches archéologiques? Depuis pas mal d'années, c'est vrai que l'archéologie est une discipline scientifique très très encadrée par l'État. On ne fouille pas où on veut. Depuis quelques années, les services de collectivité se sont développés, notamment celui de la direction du patrimoine et de l'archéologie de la ville de Nantes, et permettent d'être opérationnels, de réaliser des opérations toujours prescrites par l'État. C'est-à-dire que la ville de Nantes, si elle souhaite faire une opération directement, ne peut pas le faire sans l'aval de la DRAC. C'est encore le cadre actuel. Ouais. Alors, ce service à la ville de Nantes, dont on a vu plusieurs chantiers sur Nantes, l'un des plus récents, c'est celui de la rue d'Auvour. Alors, il y en a eu d'autres avant, mais celui-ci, les gens l'ont peut-être en mémoire parce que vous l'avez ouvert au public. Qu'est-ce qu'il s'agissait de faire sur ce site? Qu'est-ce qu'on y trouvait avant? Et qu'est-ce que vous y avez découvert en creusant un petit peu? Alors, il y a deux types d'archéologie. En fait, il y a l'archéologie programmée, que l'on connaît un petit peu sur le secteur de Nantes, le territoire de Nantes, qui est par exemple le cas de Rezé, qui est un site qui n'est pas menacé par les travaux, qui est gelé, qui est préservé, sur lequel l'équipe de l'université, par exemple, travaille de façon ponctuelle tous les ans. Et puis, il y a ce qui produit le maximum d'informations en archéologie, à 95%, c'est l'archéologie préventive. Celle qui a posé problème pendant un bon nombre d'années à Nantes comme ailleurs, parce que c'était plus perçu comme une contrainte et un empêchement de tourner en rond et en carré. C'est celle qui retarde parfois les travaux. Voilà, qui retardait les travaux. Voilà, parce qui que maintenant, c'est retardait. terminé. Depuis 5-6 ans, justement, on met tous nos efforts pour justement faire en sorte que cette archéologie soit intégrée dans les programmes d'aménagement avec les maîtrises d'ouvrage. Quand on dit archéologie préventive, c'est pour prévenir la dégradation, voilà, la destruction des vestiges. C'est ce qu'on appelle une préservation par l'étude. On va étudier les vestiges avant de laisser le site à l'aménageur. Mais souvent en temps limité. Donc. En temps limité. Mais à partir du moment où c'est anticipé 2 ou 3 ans à l'avance, les cadres budgétaires et calendaires d'une opération archéologique ne sont plus un problème pour les aménagements. C'est ce qui se passe actuellement. Est-ce qu'il arrive quand même que malgré ce désir d'anticiper et de prévention, voilà, lors d'un chantier, on tombe sur un site, sur un lieu, un endroit qu'on n'avait pas forcément sondé, où on n'avait pas mené d'études préalables? Alors ça peut arriver, ça arrivera certainement à nouveau sur des secteurs qui n'ont pas été prévus. Pour l'instant, il y a une carte archéologique sur Nantes qui est prévisionnelle, qui prévoit les potentialités archéologiques par rapport aux problématiques qu'on a définies sur Nantes, sur la période gauloise, sur le Moyen-Âge par exemple. On pose des questions, des problématiques scientifiques, et on dit potentiellement dans ce secteur, on peut avoir des réponses. Après, on regarde de façon très opportuniste les aménagements qui vont se faire 2 ou 3 ans à l'avance. Et là, on dit, on souhaite y aller parce qu'on peut attendre des réponses sur ce chantier-là. Ouais. Mais ça arrivera toujours, des découvertes fortuites, ça peut toujours arriver de façon... Pour reprendre l'exemple de la rue d'Auvour, vous vous attendiez à quoi? Vous aviez prévu quoi? Et quelle surprise vous avez eue en creusant? Alors, on s'attendait à rien. D'accord. On s'attendait à rien, mais on espérait beaucoup quand même. Dans la mesure où on savait qu'on pas une période fixe. On était en dehors de ce qu'on appelle la ville intramuros, des murailles de la ville que l'on connaît un petit peu, qu'on ne voit plus bien actuellement, mais donc la fortification médiévale, on est à quelques 500-600 mètres au nord, mais quand même on savait qu'on était le long d'un axe de circulation. Et on souhaitait quand même aller voir sur ce terrain, un terrain pas très grand, d'à peine 400 mètres carrés, 500 mètres carrés. Et grand bien nous en a pris, puisqu'effectivement ont été découverts les vestiges d'une nécropole antique, d'une des nécropoles antiques de Nantes, du 1er siècle, de la première ville de Nantes, avec des découvertes vraiment importantes et majeures pour la région, et même à l'échelle interrégionale. Des sarcophages, c'était des Alors, ce ne sont pas des sarcophages. Les sarcophages viennent un petit peu plus tard. On en a fouillé également sur la porte Saint-Pierre lors de la rénovation de ce bâtiment. Ce sont là les rites de l'époque du 1er siècle, 2e siècle. C'est-à-dire qu'on incinère, on fait par crémation les défunts. Et ensuite, avec des objets potentiellement. Avec des offrandes, évidemment. Et ensuite, on inhume ce petit dépôt dans un vase, par exemple, avec des dépôts. Donc il y a à peu près 190 urnes funéraires qui ont été découvertes, qui ont été prélevées assez rapidement. Donc là, l'aménageur, c'était Kaufmann et Broad, qui construit donc ce secteur-là. On a intégré le planning d'une opération de 2 mois et demi, 3 mois dans leur planning. Et ensuite, on a laissé le terrain, qui est actuellement en construction. Et une partie des urnes sont actuellement en cours de fouille en laboratoire par des anthropologues spécialisés. Elles pourront être exposées un jour, peut-être? L'objet de l'archéologie, c'est pas de garder pour les archéologues les collections. C'est de quand diffuser au même public de les par la partager. suite. Voilà, les partager au public, à la communauté scientifique d'abord, et ensuite au public de restituer. Par contre, la question de l'archéologie, c'est que
qu'il y a le temps du terrain que l'on voit parce qu'on voit les travaux, mais il y a le temps de l'étude qui est souvent long. Donc il y a un décalage souvent. 3 mois de terrain, là on va sur 8 mois, 9 mois de ce qu'on appelle le post-fouille, l'analyse, qui va se développer, ensuite une publication, ensuite expo et ouverture au public. Question, en l'occurrence, sur ces 8 à 9 mois de travail, c'est quoi? C'est sur la datation? C'est sur... Non, c'est sur la fouille elle-même des incinérations, des restes osseux qui sont contenus dans les urnes pour identifier précisément... Au milieu de la terre, il faut identifier chaque objet, chaque partie, ce qui relève de façon très détaillée, selon des protocoles scientifiques qui sont de plus en plus pointus, puisque la science avance assez rapidement. Même avec des petits fragments d'os, on peut savoir s'il s'agit de femmes, d'enfants, d'hommes. Oui, on peut discriminer le sexe également. Là, les enfants, en l'occurrence, il y a pas mal d'enfants. Et la grande surprise de cette nécropole, qui est quand même donc à l'époque antique, je rappelle, contrairement à l'époque médiévale où les défunts sont inhumés dans la ville, près des églises, dans les cimetières autour, ce qui s'arrêtera au XVIIIe siècle. À l'époque antique, on est en dehors de la ville, le long des voies. Donc on a des voies antiques, notamment là, ici la voie de Rennes, le long desquelles se développe cette nécropole. Et là, la surprise, c'était de voir un paysage très organisé, une espèce de cimetière aménagé, paysagé, avec structuré par des petits fossés, avec des petits bâtiments. Et donc la question reste de savoir si également il y a une structuration des groupes sociaux dans cette nécropole. Peut-être des enfants, par exemple, ou des familles, ou des corporations. Donc on va apprendre beaucoup de choses sur à la fois les morts et les vivants de l'époque. Juste, vous avez parlé de ces études en laboratoire. Ça veut dire qu'il y a un laboratoire. Combien de personnes dans cette mission archéologique de la ville de Nantes travaillent comme ça en coulisses, ce qu'on ne voit pas Alors actuellement, on est 5 opérationnels et puis on a 4 collègues qui travaillent sur cette opération de Vour. Donc actuellement, on est 9. Mais ça va aller au gré des chantiers, des différents chantiers qui sont d'importance très différente selon les aménagements qui vont venir. Vous évoquiez tout à l'heure le chantier des Cordeliers, qui n'est pas du tout le même type de chantier, parce que là, c'est des fouilles programmées. Voilà. Vous savez où vous allez, vous avez du temps pour fouiller. C'est quoi le programme sur les années qui viennent? Qu'est-ce que vous espérez Alors le programme 1, c'est d'abord l'acquisition du couvent par la collectivité, par la ville, qui va être très dans les jours qui viennent. Ensuite, c'est définir un projet de restauration, de mise en valeur de ce site et d'usage également pour l'ouvrir au public. Et préalablement à cela, il faut étudier le site pour savoir quelles sont les différentes options de présentation. Et puis scientifiquement, on a la chance d'avoir tout l'historique de la ville de Nantes qui est conservé en stratigraphie, c'est-à-dire les couches qui se superposent, qui racontent l'histoire du couvent, et également depuis l'époque antique, puisqu'on a la chance d'avoir également préservé le mur d'enceinte romain, qui est le plus beau segment préservé à Nantes. Et le principal enseignement sur ce chantier, c'était lequel pour vous, en tant qu'archéologue? C'est une surprise positive et puis une négative. On a fouillé une salle capitulaire, qui est donc la salle où se réunissent les moines, où là tout était préservé intégralement, donc sans avoir été touché. Puis on a fouillé également la nef de l'église Saint-Michel, qui est qui longe la rue des Cordeliers actuelle. Quand on passe dans la rue, on voit très bien ce mur-là, où là on s'attendait à voir beaucoup d'inhumations pendant 5-6 siècles d'utilisation, de fonctionnement. Et on a eu la surprise de ne voir absolument aucune inhumation conservée. Tout avait été totalement récupéré à l'ère industrielle, lorsque le bâtiment a été vendu comme bien national en 1790, et complètement purgé des inhumations pour cet usage-là. Il y a des périodes historiques qui laissent plus de traces que d'autres. Est-ce qu'il y en a qui sont moins lisibles, je ne sais pas, dans les couches, différentes couches? Alors on peut dire que déjà, les plus récentes laissent par définition plus de traces que les plus anciennes. Par exemple, au XVIIIe siècle à Nantes, par rapport à l'époque paléolithique où on taille des cailloux, c'est pas la même chose. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Mais on a surtout la période romaine, on la connaît bien. La période du Moyen-Âge, François II, Anne de Bretagne, 15e, on est bien documenté parce qu'on a déjà des premiers plans, beaucoup de textes. Et toute la période intermédiaire, qu'on appelle du premier Moyen-Âge, entre le début de l'ère chrétienne, 5e, 6e siècle, 13e siècle, sont des périodes beaucoup moins bien connues, sur lesquelles on travaille actuellement pour essayer de reconstituer la ville. En fait, l'idée, c'est d'apporter des éléments nouveaux dans la ville. Il y a une part d'interprétation dans l'archéologie. C'est dans votre travail. Comme dans le vôtre de journaliste, de la même façon, analyse d'abord et ensuite interprétation. Il faut que l'analyse soit sérieuse, carrée, donnée brute, et ensuite interprétation. Et parfois, il y a des accords entre archéologues. Bien sûr, évidemment. C'est le débat scientifique qui est contradiction. C'est l'intérêt de la chose entre archéologues actuels et puis ceux qui viendront, auxquels on va laisser nos productions. Le carré Feydeau, qu'est-ce que vous y avez trouvé? Alors le carré Feydeau, c'est une opération on a travaillé sur beaucoup de monuments de la ville. Donc sur l'archéologie, c'est pas que le sous-sol, mais c'est le bâti. Et là, c'est une opération qui était liée, on voit ça à l'image, on voit les quais du XVIIIe siècle. Le carré Feydeau, c'est une opération qui intervient dans le milieu de la Loire. La Loire est une problématique majeure de Nantes. Vous savez qu'au 19e, 20e, on a encore la Loire, l'Erdre qui est à Nantes, la Venise de l'Ouest. Et ce qui est intéressant, c'est que l'archéologie, en fait, contrairement à ceux qui pensent parfois que c'est du passé, voire du passif, des choses un peu anciennes, ce sont des choses tout à fait nouvelles, inédites, qu'apporte l'archéologie, des paysages complètement nouveaux de la ville,
que l'on découvre. En l'occurrence, ici, on a pu montrer par ces fouilles, et celles réalisées par l'INRAP juste à côté, sur les quais, Flesselles, que le canal Saint-Félix, qui bordait, qui entourait l'île Feydeau, qui est une île artificielle, a été également artificielle. Donc ça veut dire qu'à l'époque antique, il est très probable que l'eau n'était pas du tout à cet emplacement-là. Donc on a des paysages totalement différents qui apparaissent. Le projet de déménagement du CHU sur l'île de Nantes, c'est stimulant ça pour un archéologue. On se dit on va pouvoir fouiller là sur l'île de Nantes, où les Vikings sont passés. Alors c'est stimulant parce que c'est grand, donc il y a de quoi jouer, comme on dit chez nous. Par contre, il y a une partie, quand on regarde les superpositions des plans actuels et des plans anciens, qui sont dans la Loire. Qui est dans la Loire. Donc il y a beaucoup de... Et par ailleurs, l'archéologie préventive prévoit de travailler sur les codes de travaux. On fouille ce qui est menacé par les travaux. Donc, pas autour, toujours pas autour ni en dessous. Ça veut dire que quand même sur le chantier du CHU, pour rebondir sur ce que disait Denis, il y aura des campagnes préventives. Il y aura des interventions, mais je pense qu'elles seront finalement relativement limitées parce que l'île de Nantes, sur laquelle on intervient depuis 4-5 ans, montre qu'on a des remblais modernes et contemporains, c'est-à-dire du 19e et 20e siècle, extrêmement puissants, sur 4 ou 5 mètres de hauteur. Et la plupart des opérations qui sont réalisées d'aménagement sur l'île de Nantes ont des codes de R-1, c'est-à-dire de sous-sol, qui ne descendent pas à cette profondeur-là. Donc on reste dans le 20e siècle. Pour terminer, est-ce que l'archéologie vous aura permis de comprendre l'évolution de Nantes au fil des siècles? On sait à peu près tout de l'histoire urbaine de cette ville? Non, on commence à poser des jalons. C'est un puzzle géant, on pose des pièces. L'idée, c'est quand même d'essayer de construire cette historique, ce développement, savoir comment l'homme... C'est une histoire entre l'homme et son milieu, comment il s'adapte au milieu, comment il l'a contraint pour ses besoins stratégiques, économiques, tout ça. C'est un petit peu l'idée. Et en fait, le résultat de l'archéologie aussi, c'est que tout le monde s'empare de ces nouveaux éléments de réflexion, tant pour le développement du projet urbain. Oui, et pour le débat, je vous coupe parce que c'est fini, mais et pour le débat. Merci beaucoup Frédéric, merci d'être venu nous voir. Merci Denis, à bientôt.